Preview. Je représente Debout la France, le parti présidé par Nicolas Dupont-Aignan. J'en suis le secrétaire départemental pour la Saône-et-Loire. Voilà. Donc c'est un parti qui est maintenant connu, puisque Nicolas Dupont-Aignan a été candidat par 2 fois à l'élection présidentielle. Et cette année, nous avons décidé de présenter une liste à l'occasion des élections européennes, parce que nous pensons avoir un message important à faire passer, et puis parce que nous pensons aussi que parmi les eurosceptiques, le groupe un peu auquel nous nous identifions, nous pensons avoir un message particulier également à identifier et en quelque sorte donner une alternative possible aux électeurs. Le regard de Debout la France, et mon regard évidemment, s'attache au commencement de l'Europe. Le commencement de l'Europe, c'est quoi? Ce sont des responsables politiques qui, au lendemain de la guerre, décident de créer un grand espace économique et financier. Et ce grand espace économique et financier, il est supervisé, en quelque sorte, favorisé par les États-Unis. Les États-Unis ont pris une part importante, bien évidemment, au conflit. Ils ont participé largement et plus que largement à la libération de l'Europe. Et c'est vrai qu'ils ont l'intention, à cette époque-là déjà, de faire de l'Europe une base avancée. Et on le verra au cours de la guerre froide, et c'est bien une réalité. Ça, c'est la vision des hommes politiques, un espace économique important, un espace financier qui va leur permettre de développer une économie à venir. Les peuples, eux, ont une vision sensiblement différente. Pour les peuples, c'est avant tout, ce grand espace européen dont ils rêvent, eh bien, c'est éviter de nouveaux conflits. C'est essentiellement ça. Et malheureusement, l'histoire ne leur a pas donné entièrement raison, puisque nous avons vu dans les années 90 à 2000 le grand conflit qui s'est déroulé en ex-Yougoslavie, qui a fait 150 000 morts et des millions de déplacés. Donc au départ, entre les politiques, à proprement parler, poussés par les États-Unis, qui voyaient leur intérêt, bien évidemment, et le peuple, il y a déjà un hiatus, il y a déjà une différence d'approche. Et ça n'a été, à travers les décennies qui viennent de s'écouler, qu'une accentuation de ce différent, de cette différente approche qu'il y a entre les politiques et les populations. Alors, aujourd'hui, on en est où? Il suffit de prendre le regard des Français sur l'Europe. Et pas plus tard que le mois dernier, un sondage très intéressant fait par l'Ipsos pour le Cevipof, qui relève qu'aujourd'hui, moins d'1 Français sur 2 considère ou fait confiance à l'Europe. Et si l'on se projette sur les intentions de vote pour le 26 mai prochain, on est à 43% aujourd'hui, disons une fourchette entre 40 et 45. Il y a une vraie défiance par rapport à cette Europe-là. Et une Europe, tout simplement, qui n'a pas répondu aux attentes des Français et des populations européennes. Parce que ce que vivent les Français aujourd'hui et la façon dont ils le traduisent, nous l'avons vu se développer dans différents pays européens. Rien n'est jamais totalement négatif. Mais il est évident que quand on fait la balance du pour ou du contre aujourd'hui, comme disait quelqu'un de connu, le compte n'y est pas. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, davantage de pauvres, cette Europe qui devait apporter davantage de facilité de vie, davantage de pouvoir d'achat, ça n'est pas le cas, on le voit bien. Tous ceux qui nous disent aujourd'hui que le pouvoir d'achat a augmenté avec l'Europe, avec l'Union européenne, c'est faux, c'est entièrement faux. Regardez nos paysans, regardez des pans entiers de notre économie, de notre industrie se sont effondrés. Pourquoi ? Bien au nom de la mise en œuvre d'un grand marché, et ce fameux grand marché qui aujourd'hui bénéficie malheureusement davantage aux superpuissances qu'aux pays européens tels que la France. Donc non, le compte n'y est pas. Globalement, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les Français se désespèrent de cette Europe-là. Ils voient des technocrates dicter leur façon de vivre, et ça ne leur convient plus. C'est très net. Déjà, il faut savoir que Debout la France, contrairement à ce que disent certains, et notamment chez les Républicains, Debout la France n'est pas pour le Frexit. Debout la France n'est pas pour la sortie de l'euro. Debout la France veut une autre Europe. Une Europe des peuples et une Europe des nations. Voilà.
D'ailleurs, à cet égard, un certain nombre de contacts ont déjà été pris. Il faut savoir que nos députés, lorsqu'ils seront élus, parce qu'il y aura des députés de la liste des amoureux de la France, c'est certain, vont rejoindre le groupe des conservateurs et réformateurs européens, 23 partis politiques, 16 pays différents, qui sont pour une autre Europe, une Europe des nations. Nous, c'est notre objectif. Donc nous ne voulons pas sortir de l'Europe. Nous ferons avec l'euro. Nous sommes persuadés que l'euro, ça a été une mauvaise idée. C'est certain. Une mauvaise idée, pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous a enlevé un levier majeur pour gérer et conduire nos politiques financières et économiques. On pensait que l'euro allait s'imposer au niveau international à côté du dollar, et puis ça n'a pas été le cas. Hein. Les Américains s'y sont opposés, et aujourd'hui, l'euro, certes, est une monnaie qui a cours dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, mais cet euro fait plus de dégâts qu'il ne procure davantage. Ce que l'on veut, simplement, c'est que les États, les nations qui sont constitutifs aujourd'hui de l'Europe retrouvent des parts de souveraineté. Il faut que l'on cesse absolument de tout transférer à Bruxelles auprès d'instances qui sont d'ailleurs tenues par des personnages bien souvent non élus, qui sont des technocrates, des fonctionnaires, et qui ont pris à bras-le-corps le destin de nos populations. Ça, nous n'en voulons plus. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons une Europe où les nations seront libres de s'administrer elles-mêmes. Alors, est-ce que ça veut dire que oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on met une croix sur toute forme de coopération? Non, bien sûr que non. On veut des pays européens qui vont collaborer entre eux, coopérer entre eux, en préservant leur marge de souveraineté. Bien évidemment, tout ce qui est du domaine régalien doit être du domaine des nations, mais ça n'empêche pas les grands projets de collaboration entre les États européens. On en a connu par le passé, hein. Je pense à Airbus par exemple, ce sont des grands projets, de beaux projets, ça il faut les maintenir, mais ce sont des États indépendants et responsables qui s'uniront pour les monter. Alors, pour le reste, on fait comment? Eh bien, il faut d'abord que l'on retrouve le contrôle de nos frontières. On voit très bien que Schengen, ça ne marche pas. Schengen, c'est quoi? Ça favorise quoi? Bon, on l'a vu, ça favorise notamment l'entrée des terroristes. Ça favorise l'entrée des grands réseaux mafieux. Donc ça, il faut absolument que les États reprennent une part importante dans le contrôle de leurs frontières. Les frontières aujourd'hui de l'Europe, y compris les frontières extérieures, sont absolument des passoires. Frontex, c'est une vue de l'esprit. C'est une fameuse police européenne qui ne dispose ni des effectifs, ni des moyens, ni des financements. Ça ne sert à rien et ça met nos pays en danger. Donc il faut que chaque État ait la possibilité de reprendre le contrôle de ses frontières. Par là même, on reprendra le contrôle de notre immigration. Ce qui ne veut pas dire bien évidemment qu'il faut cesser toute forme de coopération avec les pays qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Je pense par exemple au continent africain, avec lequel nous devons entretenir des relations et avoir des projets de développement pour limiter dès le départ tout ce qui concerne l'immigration, mais il faut que les États, comme la France, comme le nôtre, comme d'autres pays, reprennent absolument le contrôle de leurs frontières. Ça, c'est absolument déterminant. Et puis, il faut aussi que l'on ait, au niveau européen, mais au niveau de la coopération qui va se faire entre États indépendants, entre États ayant retrouvé leur souveraineté, eh bien, il faut que nous collaborions sur la sécurité, sur le renseignement, pour lutter contre le terrorisme. Tout ça, ce sont de grands projets à remettre en place. Aujourd'hui, malheureusement, le tout est fondu dans un espace qui n'est absolument plus contrôlé. Nous ne voulons pas d'une Europe fédérale, nous ne voulons pas des États qui seraient ni plus ni moins que des provinces. Nous voulons des pays indépendants, capables d'entretenir des relations avec qui elles souhaitent, bilatéral, multilatéral. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre extrêmement contraint. L'Europe impose des tas de choses, des tas de conduites. Quand vous pensez que nous sommes obligés de faire valider nos budgets nationaux par Bruxelles, enfin, c'est quand même extraordinaire. Nous avons perdu toute forme de souveraineté. Comment voulez-vous que nous puissions avoir un impact fort et déterminant sur l'économie, sur l'emploi, sur le développement de nos grands projets, alors qu'en réalité, tout est suspendu par des technocrates, au bon vouloir de technocrates qui décident si oui ou non nous devons aller dans la bonne direction. L'actualité récente, Donald Trump qui vient de décider subitement que plus aucun pays ne devrait faire de commerce avec l'Iran en matière pétrolière. Mais que font les Européens? Ils s'aplatissent. Pourquoi ils s'aplatissent? Parce qu'ils ne sont absolument pas assez forts aujourd'hui pour tenir tête aux Américains. Donc cette Europe-là, elle sert à rien du tout. Elle nous affaiblit. Nous, ce que nous voulons, c'est des États forts, des États qui sont capables de se regrouper sur des grands projets, mais qui sont capables de conduire leur propre politique intérieure. Nous voulons que ce soit les représentants élus
qui décident pour les peuples et non pas des technocrates comme on a le cas actuellement à Bruxelles. Très bien se retrouver sur des grandes thématiques pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, pour lutter contre les cancers pédiatriques. Bref, un tas de thématiques qui sont aujourd'hui susceptibles de fédérer les peuples sur des objectifs qui sont à la fois humanistes et qui sont déterminants pour notre avenir. Donc c'est là-dessus que nous comptons. Nous ne voulons plus de Commission européenne. Nous ne voulons plus de Commission européenne. Nous pensons qu'avec un secrétariat allégé sous l'autorité des chefs de gouvernement, bien sûr, suffit. Ça suffit tout à fait pour prendre les grandes orientations et les directives. Et l'essentiel du pouvoir, aujourd'hui, doit aller vers ceux qui sont élus, donc vers le Parlement européen. C'est lui qui doit prendre du pouvoir et qui doit être le seul représentant et le seul garant de la volonté des peuples. Donc il faut une structure exécutive allégée, représentant bien évidemment les pays les plus importants en termes de population, avec des possibilités évidemment de modulation. Je pense sur des grands projets, des possibilités de veto par exemple. Mais ce droit de veto serait exercé par les pays les plus peuplés, représentant à peu près 66% de la population, l'Allemagne, la France, la Pologne, etc. Et puis on pourrait avoir des modalités de fonctionnement beaucoup plus souples et surtout redonner de la démocratie à ces instances qui nous représentent. Concrètement, si ce secrétariat allégé est chargé de la mise en œuvre sous l'autorité des chefs d'État, il va sans dire que les chefs d'État, eux, fixeront les grandes lignes. Mais une fois encore, dans l'Europe que nous voulons, ce sont des grandes lignes qui intéressent l'ensemble de la collectivité Europe. C'est pas comment dirais-je, une gestion au quotidien. Chaque État doit pouvoir retrouver des marges de manœuvre dans son fonctionnement interne. Un exemple très particulier, nous voulons par exemple que le droit national, les juridictions nationales prévalent sur les juridictions supranationales qui, même si elles peuvent continuer d'exister, ne donneront à ce moment-là que des avis. Mais il est hors de question qu'on retombe dans le système qui fait que c'est Strasbourg ou telle instance juridictionnelle qui va dicter une ligne de conduite à un État. Ça n'est plus possible. Ces normes communes, c'est un corpus qui sera élaboré en fonction de l'activité justement des différents pays au sein de l'Europe. Je pense que les normes doivent retourner aux États qui sont eux-mêmes à même de les édicter, qui sont eux-mêmes à même de savoir comment ils veulent être gouvernés. Je pense que c'est ça qui est important et je pense qu'on remettra de la proximité entre les citoyens européens par ce biais-là, alors que là, nous n'avons fait que les éloigner parce que tout devient incompréhensible. Il faut bien reconnaître que les directives européennes, qui pourtant s'imposent à près de 80% dans nos législations nationales, sont pour la plupart du temps incompréhensibles. Regardez par exemple dans le secteur agricole, regardez dans le secteur de la pêche, regardez, ça devient des choses qui sont complètement hors sol. Donc il faut redonner du sens à tout ça, et le sens, on le retrouvera au niveau national. Après, c'est vrai que c'est au niveau des grands projets européens qu'on retrouvera des modes de fonctionnement, qu'on pourra fixer des objectifs globaux à long terme pour exister sur la scène internationale.